Bonjour à tous et bienvenue dans ce rubrique de l'invité du journal. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir parler du processus électoral en République démocratique du Congo et puis l'an 1 du gouvernement Ilunga Ilunkamba, bilan et perspective. Nous allons savoir qu'est-ce qu'ils ont déjà accompli depuis qu'ils sont là et avec notre invité maître Armand Lokika, il est coordonnateur du Coran pour les saluts du peuple. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, je l'ai déjà annoncé. Nous allons commencer d'abord par la réforme électorale. Il y a, depuis le lundi, il y a eu le forum de haut niveau sur la réforme électorale, mais il y a eu suspension. Pourquoi? Parce que le PPRD et l'UDPS ne veulent pas y participer. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce rejet? Non, c'est un peu désorienté le système que l'on veut, au contraire censé consolider, puisque les gens qui parlent de cette réforme ou ce forum, je ne sais pas si on va parler, c'est une institution en dehors des institutions. Quelle est la nature juridique de ce forum-là? Puisque toutes les réformes de loi utiles pour la nation se font dans les institutions. Mais nous sommes très désolés, seulement au pays où quelques personnes peuvent se dire, voilà, on est tantôt intelligent, on peut tout proposer, mais en dehors de l'institution. Et vous trouverez parmi ces gens, à 80% sont des députés. Et ils peuvent poser le problème dans leur institution pour qu'il y ait réforme. Parce que réforme voudrait dire modification de certaines dispositions, tant constitutionnelles que sur les lois organiques. Alors pourquoi doivent-ils composer des forums au lieu de proposer des lois qui sont utiles et qui peuvent être appréciées par la majorité et que le vote, ces lois soient soumises au vote? Donc, quant à ce qui nous concerne, nous n'approuvons pas les démarches qui sont en dehors des institutions. Puisque tous ces forums vont pouvoir réclamer au pouvoir des comptes. Non, nous voulons nous réunir, il faudrait des moyens, il faudrait ceci. Or, ces députés savent que leur mission, c'est de proposer de lois, de réformes, de modifications et des dispositions à compléter. Mais cette fois-ci, le cas chez le PPRD qui parle le même langage, donc c'est un peu étonnant. Oui, puisque ce n'est pas une urgence, enfin. Vous voyez, l'État a plusieurs urgences. Et l'urgence des urgences, c'est le social du peuple. Vous comprenez? Quand vous voyez les gens quitter de ce que l'on entend par l'urgence des urgences pour aller dans l'urgence technique, puisque la CENI constitue une urgence technique qui aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut apparaître demain comme condition, comme un élément fortuit qui ne permettra pas à l'État congolais de faire des élections. Ça peut arriver, mais je ne souhaite pas que cela arrive. Est-ce que devons-nous prendre du temps, faire un débat sur cette urgence qui est supposée par un camp pour améliorer les dispositions qu'ils veulent améliorer? Non, ce n'est pas une urgence. C'est pour cette raison que vous attendez Cash et l'FCC avoir le même langage pour dire non, nous ne supposons pas qu'aujourd'hui, là, on peut même parler d'un forum, s'il vous plaît, sur la réforme du système électoral. Et parler du système électoral en soi, il faudrait que le Parlement nous définisse le concept. C'est là la difficulté, puisque ça ne peut pas entrer automatiquement dans le discours politique sans que le législateur donne le sens, ce qu'on attend par la réforme du système. Et le groupe de G13 avec leur démarche, est-ce que vous soutenez cela? Parce qu'on le sait depuis hier, ils sont à Lubumbashi pour rencontrer Moïse Katumbi et puis Kyungu. Est-ce que vous êtes pour cette démarche de G13? Madame, c'est ça l'opportunisme politique qui nous excuse, qui ne pousse pas à le qualifier, c'est que nous n'avons pas besoin de le qualifier. Pourquoi 13 députés nationaux peuvent se constituer en créant une équipe, ne s'apaisantir que sur la réforme du système électoral? Qu'est-ce qui est caché derrière? Parce que depuis que le pouvoir du président Félix Tshisekedi avec le gouvernement Ilunkamba se trouve là en place, mais il y a plusieurs urgences que les députés ne savent pas représenter valablement leur population. Pourquoi les 13 députés? Et d'ailleurs, on se pose la question aujourd'hui, ils sont à Lubumbashi pour consulter qui? Pour consulter Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il représente en réalité? Parce qu'ils disent que Moïse Katumbi, c'est un opposant de marque. Qui l'a rendu? Mais qui n'est pas opposant?
tout celui il est opposant de qui? De Félix ou opposant de Kabila? Jusqu'aujourd'hui, Moïse ne s'est jamais dit qu'il est opposant de Félix. Nous ne l'avons jamais entendu dans un discours nous dire que moi, Moïse Katumbi, je suis opposant de Félix. Et que fait l'opposant du pouvoir en place? C'est d'être la police du pouvoir. Est-ce que Moïse Katumbi, son comportement, c'est d'être la police du pouvoir? Il n'est pas opposant du président Félix. Et ils sont allés le consulter sur base de quoi? Ce que je dis, c'est de l'opportunisme. C'est l'opportunisme politique. Donc on veut créer un élément parlant de concept, système électoral, que nous voulons amener des réformes, sans pour autant rien dire, sinon de rechercher à être vu ou à consolider leur. Mais apparemment, dans ce pays, financière. c'est comme si les politiciens ont peur d'un glissement, parce que nous sommes encore en 2020, il y a encore 3 ans qui sont devant nous, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'y intéresse par rapport à la réforme électorale. Qu'est-ce qui se passe au milieu de vous, les politiciens? Madame, je vous ai dit, il n'y a pas à avoir peur. Le pouvoir a 2 possibilités. Appréciation spontanée et l'inopportunité de tenir une quelconque élection s'agissant de conditions de la sécurité et plusieurs éléments entrent en jeu. Personne ne viendra aujourd'hui dire que le glissement qui a eu lieu avec M. Joseph Kabila a causé un problème, ou a creusé, ou c'était un événement, ou peut-être le ciel est tombé sur les têtes des Congolais, qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé aux élections. On est arrivé enfin aux élections. Peu importe le 2 ou le 2 ans et demi, 3 ans qu'il a récupéré. On est arrivé enfin aux élections. Il y a un président élu, il y a un président qui dirige la RDC qui n'est plus Kabila. Pourquoi l'on doit s'acharner sur ce qui n'est pas totalement urgent? Avoir peur d'un glissement. Et qui leur dit que ce glissement-là, c'est un événement que l'on doit préparer à partir d'aujourd'hui par les 13 députés qui vont avoir la capacité de convaincre tous les politiciens congolais. Qui leur donne cette assurance-là? Puisque nous avons réfléchi au glissement, c'est quand nous avons vu M. Kabila arriver réellement au bout de son mandat et dans le délai où les élections les élections devraient être organisées, et il y a eu d'autres alibis, d'autres raisons. On a compris que déjà on tend vers un glissement. Mais il ne faudrait pas que nous puissions prêter des intentions à celui qui n'a même pas encore dit un mot. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas encore dit un mot. Il vous rassure, et il a rassuré, qu'il respectera la loi, la Constitution et les lois de la République. C'est le même mot qui était acclamé par le même député, par le président Kabila. C'est le même mot. Je respecterai la Constitution et les lois de la République. Il a respecté. Il a respecté. Au finish. C'est le même mot que le président Félix rassure aux Congolais. Pourquoi maintenant le 13 députés? Moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'est pas responsable aux élus de quitter Kinshasa, de quitter l'organe qui est censé discuter sur les réformes, mais aller faire des consultations à M. Moïse Katumbi, qui est président ou d'un parti politique. Ce même groupe a consulté le président de la République. Le même groupe était avec Jean-Pierre Bemba. Madame, les réformes légales et institutionnelles ne se font pas par consultation individuelle. Non, jamais. Où aujourd'hui on a dit on va réformer le code de la famille. Les réformes qu'on a introduites dans le code de la famille. Est-ce qu'on a consulté qui? Pourquoi ça doit seulement être sensible quand on veut parler d'une loi? Mais la loi électorale n'est qu'une loi. Ce n'est pas ça l'élection. Ce n'est qu'une loi. Je vais vous démontrer combien la RDC viole le principe même de contentieux électoraux qui n'existe pas ailleurs dans tous les États. Le juge compétent pour traiter des contentieux électoraux, c'est le juge administratif. Mais au Congo, c'est le juge constitutionnel par rapport aux députés nationaux. C'est une violation de principe, puisque la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour traiter des contentieux électoraux. C'est un juge de contrôle. Alors, comment nous avons accepté ça? On acceptait, on tolère, mais aujourd'hui on vous dira que nous voulons amener des réformes dans le système, on passe par des consultations individuelles. Pourquoi ne sont-ils pas venus au courant demander aussi l'avis du coordonnateur national avec son équipe pour que nous puissions leur donner notre contribution? Pourquoi choisissent-ils seulement ceux-là, tantôt qui ont été candidats ou qui n'ont pas été candidats président de la République, pensant qu'ils demeureront toujours candidats du président de la République? On aura d'autres candidats en 2023. Pourquoi ne peuvent-ils penser à faire entrer les réformes en titre de propositions dans les institutions que de passer dans les consultations? Je ne pense pas que le président Félix adhérera dans une telle option, qui est une option tout à fait frauduleuse.
légalement, ils doivent faire un projet dont ils proposent les réformes et soumettre chacun, si ce sont des sénateurs, dans leurs chambres respectives. Et il y aura des débats au Parlement, nous allons le suivre. Et M. Armand, on peut parler à présent du dialogue entre le FCC et le CACH qui a repris. Vous savez qu'à un moment, il y avait vraiment des problèmes entre ces deux coalitions. Mais aujourd'hui, quand même, ils ont opté pour le dialogue. Que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que c'est une bonne chose pour préserver la paix entre cette coalition? Oui, moi je suis toujours en train de retenir un politicien congolais qui m'a formé, qui m'a dit un bon politicien ne loupe jamais les occasions de dialogue. S'il est nécessaire que ce dialogue aboutisse pour l'intérêt de parti et de la population. Si l'alliance FCC-CACH, qui a connu des turbulences, trouve qu'il est mieux de réconcilier les vues au travers d'un dialogue, je suis d'accord. Et nous sommes d'accord, le courant soutient ce dialogue. Puisque très souvent, dans les alliances impréparatives, comme l'alliance FCC-CACH, c'est une alliance qui n'a pas été préparée. C'est un mariage qui n'a pas connu un temps de fiançailles suffisant. Et en réalité, ça continuera à avoir de turbulences, des moments chauds, des moments forts, et qu'ils sont obligés d'aller en dialogue pour des concessions éventuelles. Ils ne peuvent pas méconnaître le pouvoir, que cette alliance ne sert que la pensée du chef. Que vous soyez d'FCC, que vous soyez de CACH, il n'y a qu'une seule personne qui a la pensée politique de la RDC, c'est le président actuel. Et qu'il n'est pas question de venir emprunter ou surcharger le président avec ce que les autres pensent, sinon c'est nous qui devons être surchargés de son poids. Donc voilà ce que l'FCC doit comprendre. Et qu'il doit maintenant comprendre que la concession que l'FCC doit faire, c'est d'accéder ou d'entrer dans la politique de Félix. C'est uniquement ça. Et là, on aurait un équilibre dans l'alliance. Vraiment, espérons que ce dialogue va vraiment aboutir à quelque chose de bon. Mettre aujourd'hui l'an 1 du gouvernement Ilunga Ilunkamba, bilan et perspective. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, hier, il y a le porte-parole du gouvernement qui a tenu un point de presse. Il a dit que tout est bon. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que lui. Bon, madame, je suis très désolé. J'ai suivi le point de presse à moitié. Et à un moment donné, ça m'a découragé. Et je n'ai plus suivi. Parce qu'en réalité, c'est seulement dans notre pays où les ministres ne veulent pas être critiqués, où les responsables politiques ne veulent pas qu'on parle les deux dans le mal. Pas seulement dans le mal, puisqu'ils sont affichés. Ils sont comme des affiches que nous sommes obligés de lire. Et que si c'est mal écrit, nous dirons qu'il y a une faute. C'est ça un politicien. Le politicien n'a plus de vie privée. En plus forte raison, l'expression, en plus forte raison, le fond de son discours. Je n'ai rien suivi dans le point de presse du porte-parole qui pouvait être convaincant par rapport à la situation et à l'engagement du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement Ilunkamba, depuis le début jusqu'à ce jour, ils n'ont même pas un seul pourcentage du programme exécuté. Même pas un seul. Mais il a parlé des infrastructures. Il a dit que c'est une réussite. Quelle infrastructure? Routière. Où? C'est où? Il a parlé du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais ce n'est pas le programme du gouvernement. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut séparer le programme d'urgence du président de la République et le programme du gouvernement. Il faut séparer ces deux. Quand le président de la République accède au pouvoir, il voudrait démontrer à son peuple que dans le 100 jours, je vais apporter quelque chose de changement. Quelqu'un qui vient, qui occupe une maison, mais qui vous dit, je dois mettre la peinture. Vous comprenez? Ce n'est pas le programme de l'ingénieur qui a construit, c'est de l'occupant. Mais le gouvernement vient avec son programme qu'il avait défendu devant le Parlement. Nous le suivons sous le programme que lui, le gouvernement, doit exécuter. Ce n'est pas le 100 jours, c'est un programme d'urgence du chef de l'État. Ce n'est pas un programme du gouvernement. Vous comprenez? Il faut faire un distinguo et puis séparer valablement. Je vous ai dit que dans le fond du porte-parole, il y a une difficulté énorme. Dans certains pays, il démissionnerait. On demanderait seulement qu'il démissionne. Parce que ça demande deux choses, la hauteur et la profondeur. On n'a rien senti en lui.
Le programme d'un président de la République qui dit à son peuple, je suis élu aujourd'hui président, dans le 100 jours, je vais mettre la peinture au Congo. Ça, c'est le président de la République. Bon, pour vous pendant une année que Ilunga Ilunkamba est là, disons dans tous les ministères, il n'y a pas un programme qui vous a touché ou bien qui a été réalisé. Je commence avec le ministère des Médias. Quelle est l'innovation il a amenée dans une année dans le média congolais? Quelle est l'innovation? Donc on dit que dans le programme de 100 jours, lui-même le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, n'a présenté aucune innovation. Combien de journalistes il a envoyé en formation et qui sont revenus, qui sont utiles pour le peuple congolais? Allons-y dans d'autres ministères. Je parle de genre. Je parle d'autres ministères de fonction publique et consorts. Budget ailleurs. Où est-ce que nous en sommes, sincèrement? Sinon, on nous dira que non, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'argent. C'est tout ce que le gouvernement Ilunkamba nous entendons. C'est de dire qu'il n'y a pas d'argent. Le PST avec la gratuité de l'enseignement de base. Madame, ça entre dans le programme d'urgence du chef de l'État. Et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ne fait qu'un contrôle technique, puisque ça relève de ses prérogatives. Mais ça, c'est dans le programme du chef de l'État. Et je vous apprends, je suis désolé de dire qu'on détache même ça du programme du chef de l'État. C'est constitutionnel, s'il vous plaît. La constitution de la RDC a prévu que l'enseignement primaire doit être gratuit plutôt. Alors, quand vous arrivez à exécuter un programme déjà passé par voie référendaire dans la Constitution, vous allez vous approprier de ce programme-là? Non, nous avons voté par voie de référendum. Cette gratuité-là existe dans la Constitution. Mais vous, étant que coordonnateur national du courant pour les saluts, vous avez suivi, nous sommes ici à Kinshasa, vous connaissez comment les institutions marchent. Qu'est-ce que vous aussi proposez au gouvernement Ilunkamba pour que 2 mois après demain, qu'il y ait aussi des réalisations? Non, moi j'avais d'abord un problème, commençons par le choix des ministres. Puisque un ministre doit être ambitieux. Si jamais il y a remaniement. Un ministre doit être ambitieux. S'il n'y a pas de l'ambition, il n'y a pas l'envie de découvrir et de créer une bonne histoire de sa vie, le ministre ne fera rien. Il ne fera rien. Si le ministre ne connaît pas quelle est la charge qui pèse sur lui, au regard du programme du gouvernement, au regard de liens, de collaboration qu'il a avec le chef de l'État qui est le garant de la nation, ce ministre ne fera rien. Ça, c'est le premier problème. Il faudrait que, dans le jour qui vient, dans le remaniement qui va poursuivre bientôt, que le choix soit un choix judiciaire, un choix responsable. Nous ne voulons plus qu'on patauge dans le Congo ancien où les ministres sont impérativement nommés au regard du système de compensation. On veut remercier, on veut compenser, on veut... C'est du partage du gâteau, voilà. Comme on l'a toujours dit. On voudrait que le président Félix nous donne un Congo qui s'affiche autrement. Je sais, la difficulté, c'est qu'il y a une alliance qui ne lui confère pas totalement le temps de faire ce qu'il pense, puisqu'il peut miner même sur les indépendants et les rendre des ministres, et le travail sera bien fait. Vous comprenez? C'est ça le problème. Troisièmement, tous les ministres qui sont là, je ne peux pas dire que tous ne sont pas ce qu'ils peuvent faire, mais aussi le Premier ministre lui-même n'est pas si fort pour donner un coup de pouce aux ministres. Combien de ministres a-t-il poursuivi pour n'avoir rien fait ou a-t-il reproché depuis qu'il est au pouvoir? Non. Le Premier ministre est d'abord le premier à ne rien faire. Il est le premier à ne rien faire. Excusez-moi que je le dise, parce que je sais que le Congolais aime toujours qu'on puisse cajoler. Non, il n'a rien fait. Et il ne fait rien, en réalité. Nous avons connu des premiers ministres avant lui. Je donne l'exemple, par exemple, de Matata. Qui, du reste, quand vous rédigez une lettre au bureau du Premier ministre Matata, 48 heures après, vous avez la réponse. C'est parmi les éléments qui ont été rares en RDC. Il vous répondait de lettres dans 48 heures, 72 heures, vous avez la réponse. Et on sentait la souplesse du fonctionnement. Vous demandez que Matata, pendant que d'autres disent qu'il n'a rien fait. Chacun de nous a de qualités et chacun de nous a des défauts. Vous comprenez? Je ne dis pas que Matata était saint. Ouais. Mais je donne un élément, je tire un élément dans la souplesse de son fonctionnement. Pour dire que, au moins, toutes les réclamations que nous adressions au Premier ministre, on avait sa position dans les 72 heures, plus ou moins. Et donc, mais ces derniers temps, ce n'est plus vous écrivez au Premier ministre de la RDC actuelle,
Vous n'aurez jamais l'accusé de réception de votre correspondance, même 2 mois. Et vous vous posez la question, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est déjà lu ou ce n'est pas encore lu? Alors, pourquoi l'on doit être le chef du gouvernement? Pourquoi l'on doit être notre chef si vous ne savez pas nous répondre à nos préoccupations dans le temps et dans le délai attendu? Pourquoi l'on doit être notre Premier ministre où il ne connaît le Congo qu'à Lubumbashi? Non, dites-moi, pourquoi l'on doit être Premier ministre où on ne connaît le Congo qu'à Lubumbashi? La mission qu'effectue le Premier ministre, c'est d'aller à Lubumbashi. Il n'est pas encore parti au Sankourou, il n'est pas encore parti à Bujimaï. Peut-être qu'il partira. Non, mais attends, une année avec après. Le temps. Avec le temps. C'est son agenda, maître, c'est son agenda. On va voir peut-être 2 mois après non, demain. Non, mais écoutez, madame, ce n'est pas un pays où l'on doit laisser un gâteau pourrir puisqu'il n'y a pas de consommateurs. Non. Si lui ne sait pas consommer le Congo, le prendre en main, on ne peut pas laisser le Congo pourrir puisqu'on est obligé de chanter pour lui. Il ne pense pas qu'il sera éternel. Nous aurions il va passer, ce qu'on dit, peut-être 2 mois après demain, il va devoir effectuer. Bon, peut-être par cette adresse que je fais aujourd'hui, le Premier ministre peut se rappeler qu'il a la responsabilité d'abord, même avant de quitter, de voir le Congo. Merci beaucoup, maître, pour en finir aujourd'hui, encore derrière le temps. Parlons un peu de la gestion de la Covid-19. Comment vous trouvez cela? Est-ce que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, tient bon cette gestion ou il y a de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour mener une bonne gestion de cette pandémie? Non, d'abord, moi personnellement, j'ai du mal à parler sur cette histoire de pandémie. Pourquoi? Parce que je vois ce qui se passe. Mais en réalité, madame, c'est une maladie à connotation de plusieurs phases, mais à connotation politique est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur que la connotation sanitaire. Vous allez revoir que quand nous étions confinés, Gombe confiné, les transports disciplinés, où on ne peut pas transporter autant de personnes, le taux de contamination était très élevé. Et l'allure même de contamination était plus rapide que maintenant, où nous sommes revenus à la vie normale. Les gens s'assoient 4 dans le banc de transport. Nous sommes là tantôt, vous trouverez même partout ailleurs, dans les communes les plus reculées, les gens ne portent même pas le masque. Mais on vous dira que le taux de contamination a baissé. Alors on se pose la question, est-ce que ce sont les médecins qui nous trompent ou tout simplement c'est notre République qui n'a pas pris de bonnes informations? Est-ce que nous méritons être échappés de cette affaire de cette façon? Ou bien c'est nous-mêmes, c'est Dieu qui a couvert le Congo de son nombre de grâces? Je dis, je ne m'attaque pas au ministre. Il sait ce qu'il fait. Si réellement il fait un bon travail, il peut nous convaincre. Comment les Congolais reviennent dans les activités quotidiennes, mais ils sont moins contaminés? Et au moment où les activités quotidiennes n'étaient pas opérationnelles, ils étaient trop contaminés. Comment peut-il expliquer cette question aux Congolais? Il a pris l'argent, il l'a envoyé dans toutes les provinces. Ou comme vous voyez dans la liste des provinces, il n'y a que 4 ou 5 provinces qui sont atteintes, on suppose entre guillemets, avoir des personnes atteintes de coronavirus. Mais d'autres provinces, 25 ou 22 provinces, qui ne sont pas détectables jusqu'à présent de virus. Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Il va remettre cet argent dans la caisse de l'État ou il va permettre que cet argent reste ou être gaspillé chez les gouverneurs de province, puisqu'il a été tellement pressé de craindre la maladie, il a envoyé l'argent Bon, on attend, il y a déjà l'état de droit qui est là, donc quand on essaie un peu de faire ce qu'on veut, il y a la justice qui ne baisse pas les bras. Maître, on doit se séparer un mot. Je ne voudrais pas parler d'un état de droit judiciaire ici, parce qu'en réalité, c'est encore enclavé dans un système où l'on demande l'indépendance intellectuelle des juges, l'indépendance intellectuelle de partenaires de justice. Parce que l'état de droit judiciaire ne s'implante pas dans les pays où les gens ont encore un sérieux problème d'éducation judiciaire. Parce que ce n'est pas le jugement de condamnation qui rend l'état de droit effectif, mais aussi l'acquittement. Parce qu'acquitter quelqu'un, c'est aussi exercer l'état de droit. Mais ici, chez nous, avec nos 86% d'illettrés qui nous entourent, malgré on parle le français, on comprend l'état de droit tout simplement dans le cadre de condamnation.
Merci. Quand quelqu'un demande la liberté provisoire, on ne peut pas lui donner puisqu'on est dans un état de droit. On ne peut pas l'acquitter puisqu'on est dans un état de droit. On ne peut pas dire qu'il n'a pas commis l'infraction puisqu'on est dans l'état de droit. Non, laissons entre parenthèses, le ministre répondra à son temps, si c'est aujourd'hui ou après-demain. Il y a aussi un élément important, madame, que je voudrais souligner. Dans l'exercice de cet état de droit, dans les pays que nous imitons, on n'arrête pas les responsables comme il fallait arrêter les petits peuples. Tantôt, on les attend quitter de leurs fonctions pour les interpeller. Ça entre dans le principe de l'appréciation de l'opportunité de poursuivre une autorité politique. Aujourd'hui, un ministre peut commettre un faux fait. Ce n'est pas maintenant là que je vais demander qu'on puisse l'arrêter. Mais en premier lieu, on doit d'abord le faire partie de sa fonction et après, la justice va le prendre. Ça entre aussi dans le principe de l'état de droit. Merci beaucoup. Merci, madame. Et voilà qui met un terme à cette rubrique de l'invité du journal. Aujourd'hui, nous avons parlé concernant la réforme électorale et puis l'an 1 du gouvernement Ilunga Ilunkamba, bilan et perspective. Vous avez suivi les avis, soit le point de vue du coordonnateur national du Coran pour les saluts du peuple. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.